Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, l'esprit économique. Fondé par Sophie Boutillier et Dimitri Usunidis en 1996. Dirigé par Sophie Boutillier, Blandine Laperche, Dimitri Usunidis. Si l'apparence des choses se confondait avec leur réalité, toute réflexion, toute science, toute recherche serait superflue. La collection L'esprit économique soulève le débat, texte et images à l'appui, sur la face cachée économique des faits sociaux. Rapports de pouvoir, de production et d'échange, innovations organisationnelles, technologiques et financières, espaces globaux et microéconomiques de valorisation et de profit, pensée critique et novatrice sur le monde en mouvement. Ces ouvrages s'adressent aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs en sciences économiques, politiques, sociales, juridiques et de gestion, ainsi qu'aux experts d'entreprise et d'administration des institutions. La collection est divisée en 6 séries. Dans la série Économie et innovation sont publiés des ouvrages d'économie industrielle, financière et du travail, et de sociologie économique qui mettent l'accent sur les transformations économiques et sociales suite à l'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production. L'innovation se confond avec la nouveauté marchande et touche le cœur même des rapports sociaux et de leurs représentations institutionnelles. La série L'économie formelle a pour objectif de promouvoir l'analyse des faits économiques contemporains, en s'appuyant sur les approches critiques de l'économie telle qu'elle est enseignée et normalisée mondialement. Elle comprend des livres qui s'interrogent sur les choix des acteurs économiques dans une perspective macroéconomique, historique et prospective. Dans la série Le Monde en question sont publiés des ouvrages d'économie politique, traitant des problèmes internationaux. Les économies nationales, le développement, les espaces élargis, ainsi que l'étude des ressorts fondamentaux de l'économie mondiale sont les sujets de prédilection dans le choix des publications. La série Crisis a été créée pour faciliter la lecture historique des problèmes économiques et sociaux d'aujourd'hui, liés aux métamorphoses de l'organisation industrielle et du travail. Elle comprend la réédition d'ouvrages anciens, de compilations de textes autour des mêmes questions et des ouvrages d'histoire de la pensée et des faits économiques. La série Clichés a été créée pour fixer les impressions du monde économique. Les ouvrages contiennent photos et textes pour faire ressortir les caractéristiques d'une situation donnée. Le premier thème directeur est « Mémoire et actualité du travail et de l'industrie ». Le second, Histoire et impact économiques et sociaux des innovations. La série cours principaux comprend des ouvrages simples, fondamentaux et ou spécialisés qui s'adressent aux étudiants en licence et en master en économie, sociologie, droit et gestion. Son principe de base est l'application du vieil adage chinois « Le plus long voyage commence par le premier pas ». Bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Assauvi. Les économies ont les crises de leur structure. Labrousse. Il faut se méfier de la nouveauté, qui naît souvent. Qu'ignorance de l'histoire. J. Bouvier. La seule cause de la dépression est la prospérité. C. Juglar. Il faut ne pas affirmer sans montrer, ne pas montrer sans fait. Et logique, c'est respecter le lecteur. Profiter de certains événements, fortement médiatisés. Pour les étudier de façon approfondie. Il en restera une connaissance et une compréhension du monde qui les dépasse et sera utile dans d'autres domaines. L'auteur. Introduction. Juillet 2011. Au moment où ce livre se termine, les nouvelles de l'économie ne sont pas vraiment bonnes. Le deuxième plan d'aide à la Grèce a été présenté, mais rapidement les marchés doutent. La croissance est plus faible que prévu pour les États-Unis comme pour l'Europe et les pays émergents. Les Américains arrivent difficilement à un accord sur leur dette. La crise n'est donc pas terminée. C'est justement le but de ce livre. Expliquer cette dernière pour comprendre ce qui arrive aujourd'hui et ce qui peut se passer demain, en incorporant l'économique, le social et le politique. Le choix a été fait de ne pas donner une vision dogmatique, univoque de la crise mais d'être le plus objectif possible, de fournir des pistes de lecture, des ouvertures, de donner du sens aux faits plutôt que des faits bruts. Il y a plusieurs façons de présenter cette crise, celle choisie a été de la décrire et de l'expliquer en partant de son historique,
avec l'effet connu par le lecteur, la crise immobilière, puis la contagion de la finance et ses conséquences sur l'économie réelle, et enfin les mesures prises, leur effet et l'évolution économique en marche après ce choc. Cela a été fait en ne négligeant pas l'étude comparative des crises, sans oublier d'émettre un jugement sur le système économique dans lequel nous vivons, etc. Au niveau de la forme, le choix a été fait d'utiliser le vocabulaire le plus simple possible, tout en introduisant les termes économiques jugés utiles pour que le lecteur puisse suivre plus facilement la suite ou comprendre d'autres informations sur la crise ou sur d'autres sujets économiques. Les explications, comme les définitions, sont faites de façon systématique pour qu'une personne sans connaissance économique préalable puisse comprendre. Les termes économiques sont définis au fur et à mesure de leur apparition, explication à la suite du mot ou en bas de page, et ou dans un lexique en fin d'ouvrage, si les mots sont marqués par, pour les mots les plus usités ou les plus importants. Parfois le texte rentre dans des détails qui donnent une information, intéressante pour certains mais moins pour d'autres. Aussi le lecteur peut ne pas hésiter à passer rapidement sur ces éléments techniques ou ces détails car cela n'empêche pas la compréhension de l'essentiel. Le lexique, en fin d'ouvrage, peut être consulté au fur et à mesure des besoins, mais il peut aussi être parcouru en fin de lecture pour revoir les notions et idées abordées, pour contrôler ses acquis ou améliorer sa connaissance et sa compréhension des phénomènes économiques et de la crise. 1. La crise immobilière. C'est elle qui sera l'amorce de l'explosion de la crise financière. 1. Une crise financière apparaît lorsqu'un actif, c'est-à-dire un bien ayant une valeur reconnue, constituant un patrimoine, comme des immeubles, des actions, une monnaie, voit son prix s'élever excessivement, bien au-delà de sa valeur réelle, de ce qu'il peut rapporter dans les années à venir, jusqu'à ce qu'un krach se produise et que la chute du prix arrive, contaminant la finance et l'économie. Le boom immobilier. La crise immobilière américaine a donc été précédée d'une croissance excessive des achats et des prix des logements. Il faut alors expliquer comment cela peut se produire. Pour ce bien comme pour d'autres, pour que le prix augmente, il faut une croissance de la demande soutenue sur une période suffisante. Aux États-Unis, le prix de l'immobilier résidentiel a plus que doublé, en prix réel de 1995 à 2007, avec une accélération de la hausse à partir de 2003. Le pourcentage d'Américains propriétaires de leur logement passe de 64% à 69%, le nombre de possédants a augmenté de près de 10 millions, et bien évidemment cette augmentation concerne essentiellement les catégories les moins favorisées, les minorités ethniques. Cette situation est due non à l'accroissement de revenus de ces catégories, car la période voit les inégalités de richesse s'accroître, mais au développement du crédit dit subprime. La montée du crédit subprime pour financer ce boom. Le crédit subprime est un crédit hypothécaire, gagé par une hypothèque, accordé à des emprunteurs à risque de défaut élevé, peu solvables en raison de leurs revenus insuffisants et aléatoires par exemple. C'est pour cela qu'il faut un bien garantissant le remboursement, comme l'hypothèque sur le bien immobilier. Les crédits sont classés par ordre décroissant de la qualité de l'emprunteur en prime, première qualité, et subprime, en dessous, sub. Un contexte explicatif. L'origine du développement de ce crédit est à chercher, en premier lieu, dans l'existence d'une épargne provenant non des Américains, mais de l'extérieur. En effet, les Américains dépensaient plus que leurs revenus ou que leur production, ce qui se traduit par un déficit de leur commerce extérieur, déficit de la balance commerciale 3, qui implique des excédents ailleurs, comme en Chine, pays ayant ainsi un excédent de sa production par rapport à sa consommation. Sur les relations sino-américaines et le leadership mondial. Donc, de façon réductrice et pour amorcer d'autres débats, c'est l'épargne chinoise qui finance les emprunts américains permettant d'acheter les produits de ce pays. Cela entraîne des relations complexes et ambiguës, et Summers parle de l'équilibre financier de la terreur entre la Chine et les États-Unis. Les Chinois doivent soutenir les Américains en finançant leurs déficits pour vendre et produire, et ils ont doublement à perdre si une crise se développe dans ce pays, en tant que créanciers et en tant que vendeurs. Les Américains voudraient réduire leur déficit extérieur avec les Chinois par une augmentation de la valeur de la monnaie de ce pays, mais ils manquent de moyens de pression pour l'obtenir puisqu'ils sont débiteurs envers eux,
Et de plus, une revalorisation du yuan augmenterait la charge de leur dette et le prix des importations. Les chiffres économiques opposent ces deux pays. Le solde courant positif de la Chine passe, de 1995 à 2007, de 2 à 372 milliards de dollars, 11% de son PIB. La Chine a en 2007 un taux d'investissement de 43% et un taux d'épargne de 53%. Les États-Unis ont en 2007 un solde courant négatif de 731 milliards de dollars, 5% du PIB, et un taux d'épargne des ménages approchant les 1%. Cette opposition amène une complémentarité. Il y a opposition entre les systèmes économiques, capitalisme libéral contre capitalisme encadré par l'État, et les systèmes politiques, libéralisme et individualisme contre parti unique, liberté limitée et esprit collectif. Le PIB chinois a dépassé en 2010 celui japonais et va bientôt dépasser celui américain et on parle de G2, Chine-États-Unis, pour la gouvernance mondiale, mais la Chine est loin de pouvoir obtenir un leadership mondial alors que celui américain est discuté, amoindri mais subsiste. Pour Delpech, la Chine ne se contentera pas d'un rôle régional, contrairement à l'Europe d'aujourd'hui. Elle se prépare depuis des années à remplacer l'URSS dans son rôle de superpuissance face aux États-Unis, et met beaucoup d'intelligence et de détermination dans cette entreprise. Cela dit, même si la progression de la Chine est impressionnante, même si ce pays pose des jalons dans un continent du futur comme l'Afrique, même si sa stratégie est claire, impulsée par l'État, soutenue par les entreprises et par l'émigration ou la diaspora, il ne faut pas surestimer sa capacité à obtenir un leadership total. Déjà en Asie, deux géants, la Chine et le Japon, se disputent le leadership sur cette région, à la fois partenaires économiques obligés et rivaux stratégiques, et d'ici 2 décennies l'Inde va prendre une place importante. Le Japon conserve sa suprématie technologique et financière. Le Japon est le premier créancier mondial avec 2498 milliards de dollars d'actifs nets contre 1519 pour la Chine. Il a 10 000 filiales de ses multinationales en Asie, dont 5 000 en Chine. Donc même un leadership chinois sur la seule Asie est discutable. Enfin, les États-Unis ont un leadership contesté, mais depuis plus de 30 ans, et ils le conservent. Rien ne peut se décider ou se faire sans eux. Confère intervention en Libye ou incident de Fukushima, rien ne se fait sans eux, où ils sont demandés, étant les seuls à pouvoir intervenir rapidement et avec des moyens suffisants. Ils dominent les voies du futur, confèrent la nette économie, et quand ils s'enrhument le monde éternue comme vient de le rappeler la crise des subprimes. C'est le seul pays à posséder le hard et le soft pouvoir. C'est le glut of savings, surabondance d'épargne, due aux déséquilibres internationaux avec le déficit de la balance commerciale américaine alors qu'en face il y a les excédents de la Chine ou des pays exportateurs de pétrole, qui prêtent fort logiquement et en confiance aux États-Unis. Madame Wu, Premier ministre chinois en visite aux États-Unis en 2007, justifiait cette politique. La Chine exporte vers l'Amérique tandis que ses investissements en titres obligataires américains aident les États-Unis à maîtriser leur inflation et leur taux d'intérêt, encourageant ainsi, chez eux, une croissance accélérée et la création d'emplois. La croissance chinoise et ses excédents commerciaux, la hausse du prix du pétrole, amènent les réserves des banques centrales des pays émergents d'Asie, 2 000 milliards de dollars, et des pays pétroliers, plus de 200 milliards, à croître rapidement et à passer annuellement de 200 à 550 milliards de dollars. Il faut ajouter que ces pays ont un fort taux d'épargne, et l'augmentation de leurs réserves n'est que partiellement stérilisée. Il y a donc un excès de liquidité au niveau mondial, ce que montre le rapport entre la masse monétaire M1,4 et le PIB pour 6 grandes zones monétaires, États-Unis, zone euro, Japon, Chine, Royaume-Uni et Canada, qui passe de 18 à 20% en 1980 à 2000 à plus de 26% à partir de 2002 et près de 30% en 2006 à 2007. Tout cela n'est pas sans conséquences, et pas seulement celle envisagée au départ. Ainsi la liquidité abondante entraîne des rendements obligataires, taux d'intérêt, faibles. La loi de l'offre et de la demande de capitaux fait que si l'offre est supérieure à la demande, le prix des capitaux, c'est-à-dire le taux d'intérêt, diminue. L'argent prêté est moins rémunéré. L'ample liquidité pousse alors les acteurs à chercher des actifs plus risqués pour leur placement, et comme ils sont nombreux à le faire, l'offre est importante, le marché va ainsi diminuer les primes de risque.
On accepte alors des papiers plus risqués, sans prime de risque équivalente. Cela est accentué par le paradoxe de la tranquillité, Minsky, qui montre que lorsque tout va bien, les gens sont prêts à emprunter et prêter au-delà du raisonnable. C'est l'aspect macroéconomique du phénomène. Une épargne prêtée à des catégories à risque. Ensuite, il faut expliquer le fait que cette épargne serve à prêter pour l'achat immobilier de catégories à risque. Comment les prêteurs et emprunteurs peuvent-ils accepter un contrat dangereux pour eux ? C'est l'aspect microéconomique du phénomène. Du côté du demandeur de crédit, l'emprunteur, optimiste inconscient ou victime de requins de la finance, de toute façon cocu content avant d'être repentant. Il est encouragé à s'endetter, même s'il y a des risques, car ceux-ci ne sont pas perçus en raison d'un système de crédit américain très particulier et de l'évolution du marché immobilier. D'abord, l'envolée des prix de l'immobilier accroît le désir et l'intérêt économique d'être propriétaire. Le logement est à la fois un placement rentable et un moyen d'éviter le risque pour le locataire, de voir son loyer augmenter davantage que son revenu, et cela préserve donc son pouvoir d'achat. Contrairement à ce qui se passe sur la plupart des marchés, la hausse des prix ne décourage pas la demande, mais au contraire, elle suscite de nouveaux acheteurs voulant acheter avant que le prix n'augmente, ce qui accroît encore le prix. C'est le cercle vicieux des produits spéculatifs, sauf que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et à un moment la bulle éclate. L'existence de bulles. La bulle existe parce que l'information n'est pas complète et que les agents, bien que rationnels, ne fondent pas leurs anticipations sur la valeur intrinsèque, celle des fondamentaux, d'un titre. Ils n'intègrent pas les informations concernant l'actif financier dans le prix de celui-ci. Cette déconnexion entre la valeur intrinsèque et la valeur sur le marché est cependant rationnelle, du point de vue des comportements individuels. Ce qui compte pour le spéculateur, ce n'est pas la valeur fondamentale de l'actif qu'il achète, mais si quelqu'un est susceptible de le racheter plus cher. Il peut être conscient du caractère irréaliste du prix, au regard des recettes escomptées, et se porter acquéreur s'il considère qu'il a une espérance de gain significative associée à la hausse du titre. D'autre part, l'information sur la valeur intrinsèque est coûteuse et celle fournie par le marché, le prix, est gratuite. Il n'y a aucune raison de penser qu'on est le seul à avoir raison contre l'avis de la majorité qui fait la tendance du marché. Et enfin, la spéculation est autoréalisatrice car si une majorité de financiers pensent que le prix va monter, ils achètent et le prix croît, leur donnant raison et justifiant la stratégie de faire comme on pense que les autres vont faire. Ce est la métaphore de Keynes sur le concours de beauté. Il vaut mieux avoir tort avec les autres que raison tout seul. Le comportement du spéculateur a donc une rationalité, et d'autant plus que inhérente à l'épisode spéculatif, il y a l'euphorie, la fuite collective hors du réel, J.K. Galbraith, brève histoire de l'euphorie financière. Cette euphorie fait que, non seulement les individus sont prêts à acheter avec espoir de gain, mais en plus ils trouveront sans difficulté des personnes pour financer leurs achats. Ensuite, aux États-Unis, contrairement à la France, les prêts sont accordés plus en raison de la qualité de la garantie, c'est-à-dire du bien garantissant le remboursement, l'hypothèque sur la maison dans le cas présent, que de la solvabilité du ménage. Donc la hausse du prix des logements va accroître la possibilité de faire des crédits, puisque la valeur de la garantie s'élève. À cela il faut ajouter une spécificité américaine, c'est l'hypothèque rechargeable. Au fur et à mesure du remboursement, l'emprunteur peut l'utiliser pour faire de nouveaux emprunts, financer l'achat de biens de consommation ou faire des travaux par exemple, même principe que le crédit revolving. Donc l'endettement ne diminue jamais, au contraire. La valeur du bien augmentant, on peut toujours espérer, en cas de difficulté financière, revendre pour rembourser et empocher de surcroît une plus-value. De plus, et c'est là aussi spécifiquement américain, si le prix de la maison a augmenté, l'emprunteur peut accroître son endettement dans les mêmes proportions. C'est le cash-out, utilisable pour des dépenses de consommation, rembourser des crédits ou acheter des actifs mobiliers, actions par exemple. Enfin, les contrats de prêt proposés étaient alléchants, pernicieux et trompeurs. Le plus souvent, le prêt porte sur une longue durée, 30 ans par exemple, avec un taux d'intérêt variable, mais bas au départ. Ainsi, dans la clause de 28e, le taux est faible durant les 2 premières années, par exemple 3,5%,
puis un taux variable indexé sur un indice, le Libor, taux du marché interbancaire londonien par exemple, mais en ajoutant une marge, 6% par exemple, ce qui aboutit à des taux bien supérieurs à ceux initiaux et rend la charge de la dette difficilement supportable si les taux du marché augmentent. Au début du boom immobilier, l'emprunteur résoudra le problème en remboursant la dette, moyennant une pénalité de 2 à 3% du capital, et en refinançant la maison auprès d'une autre banque avec un taux plus faible. Parfois, les contrats permettaient de payer seulement les intérêts au départ et d'ajouter le remboursement du capital ensuite. Tout était fait pour attirer le client, qui était même démarché à son domicile. Comme le dit B. Disraeli, le rôle de l'intermédiaire est connu, il consiste à embobiner les uns et plumer les autres. Il faut ajouter que cette clientèle était souvent d'origine étrangère et partiellement illettrée, donc incapable de comprendre les subtilités, juridiques ou financières, des contrats qui avaient un langage ésotérique. Nous avons donc la trilogie de la phrase de P. MacArthur. Pour faire réussir une affaire, il faut 3 personnes, un rêveur, un salaud et un commerçant. Sauf que dans ce cas, le commerçant n'est pas innocent. Du côté de l'offreur de crédit, la responsabilité du prêteur qui se croyait capable de gagner sans risque avec une martingale ou panacée, la titrisation. Il n'a pas de réticence à prêter, même à ceux que l'on qualifie de Ninja 5, en raison du système mis en place où personne ne pense assumer le risque de défaut de paiement en jouant au mistigris, jeu où chacun cherche à se défausser sur le voisin de la mauvaise carte. D'abord, ceux qui proposent le crédit, même à des no-doc 6, sont de simples commerciaux, des intermédiaires ou brokers, payés à la commission, au volume de crédit octroyé, et qui n'ont donc pas intérêt à être trop regardants sur la qualité de l'emprunteur, surtout qu'ils revendent ensuite le contrat à une banque et peuvent appâter et déconnecter, bait and switch. Ensuite, la banque utilise et abuse d'une innovation, la titrisation. Le monde de la haute finance se laisse seulement comprendre si l'on a conscience que le maximum d'admiration va à ceux-là même qui feraient la voie aux plus grandes catastrophes. J.K. Galbraith, Brève histoire de l'euphorie financière, 1992. Le risque peut être mis en conserve comme les tomates. Différents investisseurs sont prêts à assumer différents niveaux de risque. La banque peut donc acheter le risque à bon marché et le revendre plus cher, sans en assumer elle-même aucun. Monsieur Lewis, Liar's Poker, 1989. C'est le modèle Originate and Distribute, initiation ou octroi et distribution ou cession du crédit, s'opposant au système classique d'octroi et conservation ou détention du crédit, Originate to Hold, qui consiste à séparer les opérations qui sont gérées par des organisations différentes. Il y a déjà le broker et la banque, puis celle-ci ne conserve pas la créance qu'elle a sur l'emprunteur, elle la vend à une structure ad hoc, un conduit, véhicule de titrisation, un fonds commun de créance, ou FCC, SPV Special Purchase Vehicle chez les anglo-saxons, qui contient ainsi de multiples créances et pas seulement celles correspondant au prêt hypothécaire. La banque, sachant qu'elle va se déposséder de ce crédit, est beaucoup moins attentive à la qualité du créancier et aux risques encourus, et elle est moins prudente dans la distribution des prêts. Les créances, transformées en titres, sont distribuées comme n'importe quel titre sur le marché financier. La banque a un autre avantage. Avec ce système, elle fait disparaître de son bilan le prêt, transformé en titre négociable, qui, en étant vendu, permet à cette banque d'obtenir des liquidités et de prêter de nouveau, donc de faire de nouveaux profits. Les banques contournent ainsi les règles prudentielles qui les obligent à renforcer leurs fonds propres quand elles accroissent leur crédit, afin de limiter les risques. Mais la promenade des créances ne s'arrête pas là. La structure d'accueil des actifs titrisés, appelée conduit, va elle-même émettre des titres pour financer les créances acquises et les vendre à des investisseurs institutionnels, comme les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les gestionnaires de fonds et les hedge funds, après avoir utilisé une agence de notation chargée d'évaluer le risque que prend un investisseur en achetant un titre négociable. La notation rating de ces agences va de A, AAA à C ou D pour les placements les plus risqués, voir supra page 35 à 36. De la titrisation stricto sensu à la titrisation synthétique. La titrisation est une technique financière permettant de transformer une créance bancaire en titre pouvant être vendu sur les marchés financiers, et donc de transférer le risque en même temps que les actifs,
Elle transforme la relation de long terme entre la banque et l'emprunteur en titres totalement liquides, elle liquéfie les créances. Il y a titrisation synthétique lorsqu'il y a transfert du risque sans transfert d'actifs grâce à un dérivé de crédit, titre collatéral, ABS Asset Backed Security. Le dérivé de crédit est une innovation récente, mais basée sur un principe simple, celui de l'assurance contre un défaut de paiement en achetant une protection, moyennant le versement d'une prime ex-ante contre versement ex-post d'une compensation de la perte, non-paiement de la créance si elle se produit. C'est un instrument de couverture du risque, mais il implique un autre agent susceptible d'acheter en connaissance le risque. Il y a séparation de la gestion du risque et de son financement. Le système et ses excès, dérives et délires. La réalité est plus complexe car on regroupe des créances, des dérivés de crédit, par niveau de risque semblable. Le Fonds commun de créances, FCC, classe les créances en tranches, fonction de la durée à courir jusqu'au remboursement et du risque de non-paiement. Ces tranches vont être notées par les agences de notation. La tranche senior est celle qui subit le moins de risques, la tranche equity est celle qui en subit le plus, et la tranche mezzanine est celle intermédiaire. Ainsi, la tranche equity supporte les premières pertes dues au défaut de paiement au sein du portefeuille sous-jacent. Bien sûr, plus le risque est élevé, plus il est demandé une rémunération importante, en point de base 7. Ainsi nous aurons pour la tranche senior, AAA, un taux égal à Euribor 8 plus 50 points de base, PB, c'est-à-dire plus 0,5% et pour la tranche mezzanine Euribor plus 300 PB plus 3%. Comme les produits de la tranche mezzanine se vendaient mal, on a parfois mélangé des tranches mezzanines de plusieurs ABS pour les restructurer de nouveau, en fonction du risque, en senior, mezzanine et equity, avec toujours la notation rating pour les avaliser. Mais la chaîne de titrisation peut encore être allongée avec des produits dérivés de second ordre qui pratiquent 2 fois la même opération de pooling, assemblage de titres et de structuration. Avec ces montages complexes, comme les titres construits sur d'autres titres même assis sur des crédits, les acheteurs peuvent douter de la qualité du produit et ne savent pas le degré de risque encouru et personne ne sait, en bout de chaîne, sur quoi celle-ci repose. F. Lordon dira, à propos des CDO 9, avec possibilité de CDO d'ABS et de CDO 2, les CDO ont pour collatéraux, actifs servant de gage au remboursement d'un prêt, des bouillabaisse de crédit si variées qu'une chatte n'y retrouverait pas ses petits. C'est ce que confirme une publication de Banque Suisse affirmant qu'un CDO 2, contenant 125 titres différents, nécessitant eux-mêmes une information sur 9375 titres, est virtuellement impossible à analyser. Cela donne du sens à la formule humoristique de R. Sarnoff. La finance est l'art de faire passer l'argent de main en main jusqu'à ce qu'il disparaisse. Qui sera vérifié avec la crise financière. Cette longue description du système de titrisation, qui s'est développé dans les 2 dernières décennies, permet de voir l'intérêt de ce type d'opération et ses dangers. Comparaison des 2 modèles de crédit, d'après Michel Aglietta. Où l'on a tout prévu, sauf ce qui est arrivé, et rationaliser l'irrationnel. Un monde merveilleux. Le système est normalement un progrès technique, une innovation financière permettant des gains d'efficacité, une adaptation à la demande. Les banques font des crédits, c'est leur métier, et elles en font davantage grâce à ce système. La titrisation organise le marché parfait en multipliant les marchés, pour que chacun y trouve son compte. Ainsi le système de pooling, mise en commun, assemblage de titres financiers et de structuration, classement, permet d'offrir des produits financiers à risque mais rapportant beaucoup plus pour ceux qui sont prêts à prendre ces risques, et des produits plus sûrs mais rapportant moins pour ceux qui sont allergiques aux risques. D'autre part, cela élargit les sources de financement, car les titres sont accessibles à tout investisseur au niveau mondial, et ainsi les Chinois ou les Saoudiens peuvent financer, sans le savoir et le vouloir, et très indirectement car ils n'achètent pas des crédits subprime, l'achat de logements par les Américains défavorisés. La notation par les agences de rating est là pour rassurer. On joue sur la notoriété de ces organismes spécialisés dans le calcul du risque. À chacun ses compétences et tout le monde y gagne. L'efficacité doit d'abord être apportée par la spécialisation des acteurs qu'elle implique, et les économies d'échelle 10 qu'elle procure. Ensuite, la répartition des risques et leur reconfiguration permettent de les rendre plus intéressants et de toucher de nouveaux acteurs.
Enfin, cela accroît la rentabilité des banques. On s'en serait douté en transformant une activité à risque et mobilisant des capitaux en activité sans risque et n'absorbant pas les fonds propres, pouvant devenir cauchemardesque. Mais nous voyons les problèmes. D'abord, les produits sont complexes, peu lisibles, donc susceptibles d'engendrer la méfiance dès qu'un problème apparaît. De plus, tout est basé, conditionné par la poursuite de la hausse des prix de l'immobilier, nous le verrons dans l'historique du krach immobilier et de la crise financière. Les banques qui ont titrisé les créances ne se sont pas complètement débarrassées du risque, qui est sorti par la porte mais rentre par la fenêtre. Lorsque la crise des subprimes se produit, les banques, pour des raisons de réputation, vont préférer réintégrer ces titres afin d'éviter la faillite d'entreprises partenaires. Les banques ont créé des SIV pour agréger les CDO, mais en s'engageant à racheter les titres de SIV si ces derniers ne peuvent se financer sur le marché des capitaux, ce qui est le cas avec la perte de confiance lorsque le marché immobilier se retourne. Les SIV possèdent des créances à moyen ou long terme plus de 2 ans, et se financent par du papier commercial, effet de commerce, des capitaux à court terme, donc elles ont une fonction de transformation des échéances, capital emprunté à court terme et prêté à long terme, ce qui est une activité bancaire mais sans avoir le statut et les contraintes d'une banque, donc sans avoir les fonds propres nécessaires, ce qui entraîne une situation de risque. Lorsque la crise arrive, soit elles revendent leurs titres, ce qui est exclu en raison de la mévente et de la chute des prix, soit elles réintègrent le bilan des banques pour limiter leurs besoins de financement, ce qui oblige ces dernières à faire apparaître le risque et à se recapitaliser, augmenter son capital pour accroître ses fonds propres mis à mal par des pertes pour faire face à ses dettes. Le calcul des risques est la base du système, et il est très convaincant. Il part comme toujours d'hypothèses concernant le risque. Les banquiers considèrent que le taux de défaut des emprunteurs subprime peut atteindre 12% maximum, soit 4 à 6 fois celui des primes, et que la vente de la maison, gageant le prêt, doit rapporter au moins 70% de la somme prêtée, perte de 30%. Le coût est alors de 3,6% des prêts, 12% par 30%, ce qui ne pose pas de problème avec une marge de 6% prise par les banques pour couvrir le risque et les frais administratifs. Lors de la crise, le défaut atteindra 20% et la vente du bien ne couvrira que 60% du prêt, 40% de perte. Donc la perte sera de 8%, 20% par 40%, ce qui est supérieur à la marge de 6% et aboutit à des prêts à perte, ce qui veut dire que les banques perdent de l'argent et cessent de prêter. Or la possibilité de se refinancer était une des bases du système. Plus généralement, ceux qui utilisent des modèles mathématiques oublient qu'ils fonctionnent avec des hypothèses qui limitent leurs résultats, et que leur raisonnement est microéconomique, basé sur un acteur isolé, alors que la réalité est faite de collectifs, d'agrégation de décisions avec un possible effet pervers. Ce qui est rationnel pour un individu peut aboutir à un résultat non souhaitable si tout le monde fait pareil. Vendre, avant que le prix ne baisse, est logique au niveau individuel, mais aboutit à une baisse engendrée par la vente, si tout le monde fait de même, baisse contre laquelle l'individu voulait se prémunir. La rationalité dans le domaine spéculatif est particulière. En effet, il vaut mieux avoir tort comme les autres que raison tout seul. C'est la croyance commune qui fait qu'un titre croît ou chute et non la valeur réelle du titre, du moins pendant un certain temps. Si la plus grande partie du marché pense qu'un titre va progresser, les ordres d'achat vont être majoritaires et le cours monte, ce qui encourage encore l'achat. La prophétie est auto-réalisatrice. On achète au son du clairon. Il en est de même à la baisse, on vend au son du canon, voire dicton, quand le cours commence à baisser et cela accentue la baisse. Ce phénomène est amplifié avec des logiciels qui agissent automatiquement de la façon indiquée, ce qui peut créer des cracks complètement injustifiés où seul le mimétisme automatique a joué. Enfin, la mesure du risque utilise un concept utilisé sur les marchés, la value at risk, VAR, qui correspond aux fonds propres nécessaires pour faire face à, disons, 99% des situations les plus fréquentes, mais néglige les 1% où l'acteur peut amener, par effet de domino, les autres acteurs dans leur zone noire. Couvrir ce risque paraît trop coûteux, compte tenu de sa probabilité de survenir, et l'opérateur ne le couvre donc pas. C'est ce que N. Taleb a appelé les signes noirs. Le problème est que si la situation improbable se produit, toute l'économie est contaminée, tout le système est en crise,
risque systémique ou de système, ou par effet de contagion, le système financier s'effondre. En fait, les risques, les marchés, sont considérés comme respectant une distribution normale, courbe en cloche, dite de Gauss, avec les cas extrêmes peu fréquents et ceux moyens très fréquents, confèrent taille d'une population, mais pour le mathématicien B. Mandelbrot, le risque extrême est sous-estimé. Les Nobel d'économie récompenseront Scholes, Markowitz ou Sharpe avec leurs modèles fondés sur la loi de Gauss, qui rassurait, alors que ceux de Mandelbrot auraient été utiles pour peut-être éviter la crise. Les modèles ont été testés pour être vérifiés, mais sur une période insuffisante, n'incorporant pas de crise, de krach immobilier. Enfin, ces modèles ont eu le tort de traiter les défauts de paiement comme des risques indépendants, sans lien entre eux, ce qui est généralement vrai. Le fait qu'un ménage ne rembourse pas à Chicago n'influe pas sur le risque de non-paiement à Los Angeles. Mais cela ne correspond pas à la situation où un krach immobilier ou financier se produit. De même, la stratégie de regrouper des créances différentes doit réduire le risque en diversifiant les produits, mais pas dans ce cas, cela aboutit même à des effets de contagion. Les produits sains sont mélangés automatiquement avec des produits pourris et le lot est contaminé. Le problème est que personne ne contrôle, ne maîtrise, ou même n'a une vision de l'ensemble de la chaîne de titrisation. Pourtant, il apparaît au final que le système est devenu fou. C'est ce que montre M. Lewis dans son livre Le casse du siècle, The Big Short, lorsqu'il raconte qu'un obscur gestionnaire de fonds va comprendre dès 2005 l'imminence de l'implosion du système financier à partir de deux conservations, lorsque sa femme de ménage sud-américaine lui dit qu'elle s'est vue proposer un emprunt sans apport pour acheter une maison à New York, et lorsque la nourrice jamaïcaine de ses enfants raconte qu'elle est devenue propriétaire avec sa sœur, un coup de 6 maisons dans le Queens. Il en déduit qu'il faut shorter, parier à la baisse des produits financiers liés au subprime. Cette anticipation lui permettra, comme à d'autres, d'en tirer profit et de faire fortune. Les pouvoirs publics, pompiers pyromanes. Les pouvoirs publics, Banque centrale américaine, Fed, Federal Reserve Board, et État fédéral sont chargés d'assurer la réglementation et le contrôle du système financier, de garantir la sécurité des biens et ils auraient dû éviter la crise, or ils l'ont favorisée. La Fed multiplie les erreurs, Patrick Artus parlant des banques centrales les nomme les incendiaires. La Fed a un double objectif. Elle doit à la fois éviter l'inflation ou une hausse des prix des actifs exagérés, synonyme de krach potentiel, et éviter la récession, la chute de la croissance risquant de devenir une crise économique. En 2000, la bulle Internet éclate, ce qui fait craindre un krach boursier type 1929 et ralentit la croissance. Et le 11 septembre 2001, ce sont les attentats contre des cibles américaines, World Trade Center, ce qui crée un choc psychologique paralysant l'activité. Dans ces deux cas, la Banque centrale va réagir en injectant des capitaux et en diminuant ses taux directeurs 11. De fin 2000 à fin 2001, le taux directeur de la Fed est passé de 6,5% à 1,75%, et il baissera encore jusqu'à 1% à la mi-2003. À ce niveau, le taux d'intérêt réel, ou hors inflation, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal, taux d'inflation, est négatif. Par exemple 2% d'inflation et 1% d'intérêt 1% moins 2% est égal à moins 1%, ce qui veut dire que l'emprunteur gagne à emprunter puisque cela lui coûte 1%, mais que l'argent qu'il rembourse a perdu 2% de sa valeur. Soulignons qu'Alan Greenspan, qui dirigeait la Fed, était considéré comme un génie jusqu'en 2007 pour avoir réduit l'inflation dans les années 80, pour avoir su éviter la crise en 2000 à 2001, et pour avoir permis une reprise économique sans inflation. La politique de la Fed était donnée comme exemple, à gauche, par opposition à celle de la BCE, jugée trop attachée au dogme de la lutte contre l'inflation, aux dépens de la recherche de la croissance. Depuis, l'opinion a changé, et Greenspan a même été auditionné par une commission du Sénat américain en 2008 pour étudier son rôle dans la débâcle financière. Non seulement la bulle spéculative immobilière sera vue trop tardivement, mais encore la Fed va ensuite réagir trop fortement, faisant passer son taux de 1% en 2004 à 5,5% à la mi-2006, ce qui a accentué la crise immobilière et bancaire. La Fed a accentué la bulle, par des taux faibles, à un moment où il apparaissait que les prix de l'immobilier devenaient excessifs et elle a accentué la chute lorsque le reflux était amorcé.
c'est une politique plus procyclique que contracyclique. Il faut cependant limiter la critique en rappelant que la montée des taux de la Fed n'a pas eu d'impact immédiat en raison de l'excès d'épargne mondiale qui s'est déversé sur les taux longs. Parole d'Alan Greenspan, président de la Fed de 1987 à 2006. Des propos parfois sibyllins. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Avant la crise, libéral, croyant au marché, rien dans la régulation fédérale ne la rend supérieure à la régulation des marchés. 1994. D'après mon expérience, les banquiers en savent beaucoup plus sur le fonctionnement et les risques de leur contrepartie que les régulateurs. En 2005, il déclare « L'innovation a apporté une multitude de nouveaux produits comme les prêts à risque. Avec ces avancées technologiques, les prêteurs ont bénéficié des modèles d'évaluation du risque crédit et d'autres techniques pour étendre les prêts à un plus grand nombre de consommateurs. Alors qu'avant beaucoup d'emprunteurs marginaux se voyaient refuser le crédit, les prêteurs sont maintenant capables d'évaluer efficacement le risque associé à ceux-ci. Ces améliorations ont permis une forte croissance des prêts à risque. Ce fait montre l'importance de notre rôle en tant que décideurs, chercheurs, banquiers pour porter des innovations constructives qui correspondent au marché et profitent aux consommateurs. Après la crise, j'ai fait une erreur en pensant que des organisations mouessent par la recherche de leur intérêt privé, en particulier les banques et autres organisations de ce genre, étaient pour cette raison les mieux à même de protéger leurs actionnaires et leurs investissements. J'ai découvert une faille dans mon idéologie. Une erreur dans le modèle dont je pensais qu'il expliquait la structure fondamentale du fonctionnement du monde tel qu'il est. 2008, déclaration devant une commission d'enquête parlementaire. L'État fédéral, de la lutte pour réduire les inégalités à la défense d'une société de propriétaires, une responsabilité discutée. Son intervention dans ce domaine n'est pas nouvelle, mais elle s'est accentuée dans la période récente, et utilise la réglementation, la fiscalité et les aides, des organismes publics ou soutenus par l'État. Pour les libéraux, V. Bernard, président de l'Institut Hayek, la crise des subprimes, un désastre engendré par l'État, ce qui n'est pas surprenant puisque pour eux les problèmes viennent toujours de l'État. Déjà, lors de la crise de 1929 et dans le cadre du New Deal, afin de relancer l'économie, les pouvoirs publics avaient créé l'agence hypothécaire Fannie Mae. Celle-ci devait assurer la liquidité du marché hypothécaire et permettre l'accès à la propriété des familles à revenus modestes. Elle sera privatisée en 1968 et on lui adjoindra, en 1970, Freddie Mac pour des raisons de concurrence. Ces deux organismes rachètent les crédits, les prêts hypothécaires adossés à des actifs, logements, et soit les conservent dans leur bilan, soit les regroupent en blocs de créances, titrisation, pour les revendre à des investisseurs avec une garantie plus ou moins implicite de paiement du principal et des intérêts. Même si ces organisations étaient privées, leur origine publique amenait les investisseurs à estimer que l'État ne pouvait les laisser tomber et était garant de leurs dettes possibles. À la fin 2007, elles possédaient 40% de la dette hypothécaire américaine. Ces organismes avaient une politique relativement prudente et n'acceptaient normalement pas le crédit subprime, mais ils seront happés par la crise et ils ont contribué à la mise en place d'un système dangereux. Pour les libéraux, l'État serait responsable de la crise des subprimes par une réglementation obligeant les banques à accorder des crédits à une clientèle non solvable au nom de la lutte contre les discriminations. La loi CRA, Community Reinvestment Act de 1977 incite les institutions financières à répondre aux besoins de crédit des communautés locales au sein desquelles elles opèrent, y compris dans les quartiers à revenus faibles ou modérés. Un résultat est exigé et la performance des banques dans ce domaine est mesurée par les autorités et, depuis 1992, le résultat des banques, classé en Excel, satisfaisant, à amélioré et non conforme, est rendu public et conditionne l'autorisation par les pouvoirs publics de fusion, acquisition ou ouverture de nouvelles agences, donc la capacité à croître et à s'adapter. Cela dit, cette loi ne semble pas avoir de responsabilité dans la crise car elle est bien antérieure au boom immobilier, et les institutions non touchées par cette loi ont fait les 2/3 des prêts hypothécaires, alors que celles concernées ont un plus faible taux de subprime et ont moins utilisé la titrisation. Selon K. Hudson, seuls 6% des crédits subprime étaient liés au dispositif CRA, mais cela peut jouer.
À cela, il faut ajouter une fiscalité favorable aux emprunteurs et des aides à l'accession à la propriété. L'aide à l'achat de son logement prend deux formes. D'une part, la déduction d'impôts bénéficiant aux intérêts liés au remboursement d'un prêt hypothécaire ainsi que la taxe foncière locale et le produit de la revente d'un logement. Et d'autre part, l'aide au financement organisée par la Federal Housing Administration et par Fannie Mae et Freddie Mac. Dans la période récente, Jeb Bush a promu la Société de Propriétaires Ownership Society, au rang d'idéal social, reprenant un concept lancé par la droite libertarienne américaine. La phrase de Howard, « Soyons tous heureux et vivons selon nos moyens, même s'il faut emprunter pour cela », pourrait illustrer la pensée bushienne. Les libéraux mettent aussi en cause la réglementation par les pouvoirs publics, accord de Bâle. Cette réglementation prudentielle impose aux banques la détention d'un certain volume de fonds propres, capital social, bénéfice de l'exercice, réserve légale, en liaison avec les risques encourus. Il y a ainsi un rapport de 8% entre fonds propres ou quasi-propres et engagements risqués, et de 4% entre fonds propres et engagements totaux à respecter. Mais cela n'a pas empêché la crise et a incité les banques, gênées dans leur développement, à le contourner en innovant par la titrisation. Or, cette innovation, générée par la réglementation, a été plus dangereuse que si l'on avait laissé le système sans règle autre que laisser faire le marché. De toute façon, la réglementation est inefficace car elle s'adapte avec retard aux innovations, elle est en retard d'une crise. Ainsi, réglementer prend beaucoup de temps et c'est une tâche ardue. Les premières mesures sur la réglementation du secteur subprime sont entrées en vigueur en décembre 2007, alors que ce secteur n'existe plus depuis juillet 2007, date à partir de laquelle aucun prêt de ce type n'a plus été accordé. Péjorion ? Le résultat de tout cela ? Crédit bon marché et facile, boom immobilier, avantages fiscaux, et la rentabilité évidente de l'investissement immobilier pour l'emprunteur, comme le montre M. Feldstein. Ou ailleurs, un ménage moyen états-unien aurait-il pu trouver un actif s'appréciant au rythme de 9% l'an, alors même qu'il peut en financer l'achat à 80% par un crédit hypothécaire avec un taux d'intérêt de 6% déductible des impôts, ce qui signifie un rendement annuel de plus de 25%. Nous trouvons ici ce que les économistes appellent l'effet de levier. Si le taux d'intérêt des emprunts est plus faible que le rendement de l'investissement, on a intérêt à investir et à le faire en empruntant, et plus la part de l'emprunt est élevée, plus la rentabilité du capital propre investi est forte. L'effet de levier. Reprenons les chiffres précédents. Un investissement rapporte 9%, c'est ce que nous appellerons son rendement économique, RE. Nous appellerons rendement financier, RF, ce qu'il rapporte aux fonds propres investis. Si cet investissement se fait uniquement avec des capitaux propres, ces capitaux rapporteront ce que rapporte l'investissement, c'est-à-dire 9%. Si nous empruntons 80% de la somme investie, les capitaux investis rapporteront 9% moins les intérêts payés, 6% de 80%, soit 4,8%. Le RE est donc de 4,2%, 9 moins 4,8%, de la somme investie, mais comme les capitaux propres représentent le 1/5 de cette somme et reçoivent tout le bénéfice, le RF est de 21%, 4,2% x5. Si nous avions emprunté 90%, le RF serait de 36%, et pour 50% d'emprunt, il ne serait que de 12%. Nous voyons comment faire fructifier les capitaux, c'est-à-dire en empruntant, ce qui n'a pas échappé aux investisseurs, mais c'est dangereux si le redevient plus faible que les taux d'intérêt, effet boomerang ou effet de massue ou effet de levier négatif. Lorsque les actionnaires, les fonds de pension et autres investisseurs institutionnels veulent un rendement de 15%, c'est le fameux Raw Return on Equity, taux de rendement des capitaux propres, cela devient possible, même si les entreprises n'ont une rentabilité économique que de 3% à 5% en utilisant le levier de l'endettement. Mécanismes économiques, psychologiques et euphorie responsables des crises financières. Il faut passer à une vision plus globale, plus générale, pour comprendre comment la bulle gonfle et éclate. La crise immobilière et financière des subprimes n'est pas originale à de nombreux points de vue, et il est possible d'utiliser les concepts et analyses qui lui sont antérieurs. E. Fisher 1933,
J.K. Galbraith 1992, Kindleberger 1996, car nous retrouvons les mêmes éléments. La bulle est le phénomène d'augmentation du prix d'un actif, excessif et sans rapport avec la valeur fondamentale de celui-ci. Nous trouvons alors plusieurs étapes, certaines pouvant être subdivisées si bien que leur nombre varie. La première est celle de l'essor. Cette phase suit une récession ou un ralentissement conjoncturel. La croissance est saine, paraissant durable car nourrie par l'investissement et des innovations, des changements positifs, Internet et les gains de productivité, les nouveaux marchés, les connexions qu'elle permet, la titrisation et l'efficacité, l'élargissement des marchés qu'elle autorise, intégration des BRICS pays émergents de taille susceptible de modifier la donne. Les raisons d'espérer sont donc réelles. La rupture introduite permet des gains réels, des super-profits augmentant la motivation de ceux qui en bénéficient et les regrets des autres. Le mouvement est amorcé par des agents économiques informés, avec une stratégie sélective d'achat basée par une expertise technique, type d'immeuble à construire, en Californie ou Floride. Leur comportement est rationnel et ne conduit pas à lui seul à un emballement spéculatif. Cela induit des hausses de prix des produits et actifs financiers qui donnent un signal à d'autres agents d'acheter, en extrapolant la poursuite du mouvement, en ignorant l'origine du mouvement, sa cause profonde. Il ne semble y avoir que des gains à participer à ce mouvement, et la perception du risque s'estompe, le risque est sous-estimé car jugé improbable. Il faut donc participer à cet enrichissement en faisant comme les autres, achat d'actions, de logements. Il y a de plus en plus de suiveurs. Et tout cela est permis par l'expansion du crédit, autorisé par la progression des revenus, le sentiment de disparition des risques, facteur favorisant les anticipations optimistes qui entraînent la hausse du prix des actifs qui elles-mêmes créent un effet de richesse, et le cercle vertueux est bouclé. En fait, il y a déjà des liens plus complexes avec rétroaction et cercle vertueux ou vicieux. L'ample liquidité, ensemble des moyens de paiement disponibles grâce aux réserves de change de certains pays ou grâce au développement du crédit, conduit les acteurs à chercher des actifs plus risqués pour leur placement afin d'en améliorer le rendement. Mais ces actifs étant plus recherchés, leur rendement baisse, donc la prime de risque qui fait leur spécificité baisse. Les risques sont pris sans être correctement rémunérés. Nous pouvons parler de baisse de l'aversion au risque qui se constate dans la réduction de ce que l'on appelle le spread, écart entre le taux d'intérêt d'un placement réputé sans risque, pris comme référence, bon du trésor par exemple, et celui d'un placement à risque. Ainsi un écart entre ces deux types d'obligations est passé de 500 points de base 13 pp en 2000 à 300 pp en 2005, et quelques dizaines de pp début 2007. La deuxième phase est celle de l'euphorie. C'est la continuation et l'accélération du cercle vertueux. Le crédit s'emballe et n'est plus en proportion des revenus, la hausse des prix des actifs s'accentue, le mouvement gagne d'autres secteurs et d'autres pays, le surendettement apparaît et se développe. Il y a souvent la certification des anticipations par une autorité indiscutable, confère Greenspan et sa confiance dans les marchés. La période suivante est celle du paroxysme et du retournement. L'endettement commence à apparaître excessif ainsi que le prix des actifs. Le doute s'installe chez certains, généralement les agents les mieux informés. La situation devient alors fragile, à la merci du moindre événement modifiant les prévisions ou les comportements. Lors de la crise de 1929, l'événement sera l'augmentation des taux d'intérêt à Londres, qui attire des capitaux flottants sur ce marché et ils quittent New York, ce qui signifie la vente d'actions pour libérer les capitaux et les placer ailleurs, et la vente d'actions entraîne leur baisse. Pour la crise des subprimes, le déclencheur sera la hausse des taux d'intérêt de la Fed et celui des OAT14, obligations émises par le Trésor, emprunts d'État à 7 ans minimum, à 10 ans, utilisés comme référence pour les crédits immobiliers qui passent de 3,97% au 2,107 à 4,74% le 9,707. Plus que l'ampleur de la hausse, ce qui a joué, c'est le signal donné au marché, aux emprunteurs et aux prêteurs qui modifient leurs anticipations. La Fed avait remonté ses taux depuis 2004, mais en raison de l'excès de liquidité, les taux longs, ceux des crédits immobiliers, n'avaient pas répercuté ce mouvement. Même si l'événement qui déclenche le retournement est parfois exogène, extérieur au mouvement,
De toute façon le pic et la chute doivent se produire car comme le dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, les prix du marché ne peuvent s'écarter indéfiniment de la valeur réelle, des fondamentaux, sans que personne ne s'inquiète et ne joue à la baisse, qui devient plus probable que la continuation de la hausse. À cela il faut ajouter que les revenus que procure l'actif, dividendes, loyers, ne progressent pas autant que ce dernier, donc le rendement du placement, loyer, prix du logement diminue. Ainsi les loyers ont moins augmenté que le prix des maisons, ce qui n'est acceptable que si l'on achète avec l'objectif de revendre. Il y a un écart entre le rendement attendu de l'actif et le rendement obtenu. La bulle gonfle jusqu'à ce que quelques signes de ralentissement dans la sphère réelle, sur le marché qui a servi de support à la spéculation, fassent retourner les anticipations. Le reflux et l'instauration du pessimisme suivent et fournissent la troisième phase. Nous avons vu précédemment l'euphorie et la sous-estimation ou l'oubli du risque. Là, c'est l'inverse, les pourvoyeurs de liquidités montrent une aversion au risque, et les agents endettés sont obsédés par la liquidité. Comme nous l'avons vu avec l'effet de levier négatif, les taux d'intérêt supérieurs au rendement économique des actifs, la hausse des prix de l'immobilier dans le cas présent, amène l'agent endetté à vouloir se désendetter, à récupérer des liquidités en vendant ses actifs. La valeur des actifs chute, ce qui amène l'accroissement du ratio rapport entre deux grandeurs, de la dette actif, le risque perçu s'élève et le volume du crédit diminue. Nous arrivons alors à la dernière phase, celle de la déflation, contraction de la dette et de la restructuration des bilans. Les agents veulent se désendetter, mais pour cela ils doivent vendre des actifs. Or la baisse rapide du prix des collatéraux rend difficile l'opération de vente, et oblige à faire apparaître des pertes. Tout cela est amplifié par le fait que ce mouvement est général, et que cela se répercute sur les dépenses, effet de richesse négatif. Des faillites se produisent, les bilans se dégradent. À ce moment la crise va dépasser le cadre financier pur et toucher l'économie réelle, mais c'est une phase que nous verrons ultérieurement. Un exemple historique de bulle, la tulipomania de 1637. Dès le XVIe et XVIIe siècle, la Hollande découvre les tulipes. Cette fleur acquit une considération qui culmine dans la période 1634 à 37. Les booms de la demande et des prix s'alimentent. Entre 1925 et 1937, les prix sont multipliés par 5, mais surtout le prix de certains oignons dépasse l'imaginable, par exemple 15 fois le salaire annuel d'un artisan. Un bulbe pouvait changer de main plusieurs fois, à des prix en forte hausse et merveilleusement gratifiants, alors qu'il était encore sous terre et que personne ne l'avait jamais vu, Galbraith. On achète à prix d'or des promesses de bulbes dans l'espoir de les vendre encore plus cher. Les contrats se passent devant notaire et en 1636, un système de bourse où se négocient des contrats à terme est mis en place. Toutes les classes voulaient faire le commerce des tulipes et des fortunes se firent en très peu de temps. Ceux qui ne pouvaient payer empruntaient ou plutôt achetaient en mettant leurs biens, maisons, terres, en gage. Soudain, sans que l'on sache trop pourquoi, certains commencent à vendre, et ils sont alors imités par d'autres qui prennent peur en les voyant se débarrasser de leurs bulbes. La frénésie à l'achat se transforme en vente dans la panique. Ceux qui avaient acheté, souvent en mettant leurs biens en gage pour obtenir un crédit, furent soudain dépouillés de tout ou en faillite, ils ne restèrent pas seuls dans le malheur. L'effondrement du prix des tulipes et l'appauvrissement qui en résulta provoquèrent dans la terminologie moderne une très sérieuse récession. Galbraith peut citer. Nous retrouvons comme dans la crise des subprimes, la hausse de la demande et des prix, le crédit qui se développe et l'innovation financière, la croyance dans la poursuite du mouvement, l'euphorie, l'effet de richesse. Recette pour faire une bonne crise des subprimes. Il faut que la crise se diffuse au niveau mondial, donc il faut une économie mondialisée. Cette crise est d'origine financière, alors il faut ajouter la libéralisation des capitaux, une économie qui a connu les 3D, la déréglementation des activités bancaires et financières, disparition du corset réglementaire qui encadrait les activités des institutions finançant l'économie afin de libérer les marchés et d'accroître leur efficacité, la désintermédiation. Le financement de l'économie ne passe plus par des banques qui collectent l'épargne, prêtent et assument le risque du crédit, mais il met en rapport direct à l'apostrophe. Épargnant est celui qui a besoin de capitaux,
avec émission et vente de titres par ce dernier, et le décloisonnement, suppression des barrières entre les différents marchés, nationaux ou internationaux des capitaux. Sans ces 3D, développés dans les années 80, il n'y aurait pas eu de marché global des capitaux, ni de banques cherchant à développer leur activité et leurs profits dans des interventions sur les marchés financiers. Il n'y aurait pas eu d'épargne chinoise, japonaise ou saoudienne, s'investissant aux États-Unis et permettant le maintien de déséquilibres. Balance commerciale déficitaire, épargne insuffisante, consommation trop forte de ce pays. Il faut aussi une recherche de rendements élevés pour les placements de capitaux, donc une économie où l'actionnaire domine l'entreprise, où les fonds de pension, assurances et autres investisseurs institutionnels, mis en concurrence, cherchent la valorisation maximum des fonds collectés et utilisent, par exemple, l'effet de levier favorisant l'endettement. C'est le capitalisme financier ou actionnarial, voir description page 156. Nous pourrions ajouter un zeste de développement des inégalités, la faiblesse de la croissance des revenus salariaux dans les pays développés, qui est son corollaire, et donc une croissance limitée de la demande hors utilisation du crédit. Cela n'incite pas à investir dans la production, mais plutôt à placer, à spéculer. La jonction des inconciliables, envie de placement de certains et demande de crédit pour satisfaire des besoins normaux des moins favorisés et même des classes moyennes, va se faire par le système financier et ses innovations, titrisation. Il semblerait ainsi que le système financier ait rempli sa fonction. Mais on peut se demander non seulement s'il l'a vraiment fait convenablement, mais encore s'il n'a pas joué les prédateurs, ceux qui prennent sans que ce soit justifié et s'enrichissent au détriment des autres par tromperie. Pour ne pas oublier l'origine immobilière, subprime, de la crise, nous devons ajouter une politique des pouvoirs publics pour promouvoir l'accession à la propriété du logement des catégories les moins favorisées, et une politique de la Fed trop confiante dans les marchés, ou dans sa capacité à voir pleinement la conjoncture et à pouvoir maîtriser, sans risque, croissance et inflation, dans ce cas des actifs. Ne négligeons pas les faibles taux d'intérêt, en raison de l'abondance d'épargne et de la politique monétaire, qui encourage l'emprunt et amène les prêteurs, désireux de plus gros rendements, à rechercher le risque, et comme ils sont nombreux à le vouloir, la logique de l'offre et de la demande les amène à sous-estimer le risque et la prime de risque s'en ressent. Enfin, comme dans toute bulle, nous devons ajouter un gros brin d'euphorie et d'oubli du risque. Après avoir vu certaines bases de la crise immobilière et financière, nous allons étudier son déroulement. 2. Le retournement dans l'immobilier et la contagion du système bancaire qui entre en crise. Une activité sans borne, de quelque nature qu'elle soit, finit toujours par faire banqueroute. Goethe, Maxime et Réflexions 1833. La situation de gonflement de la bulle et de croissance peut durer tant que le taux d'intérêt réel à long terme, celui qui a un sens pour les emprunts de longue durée comme dans l'immobilier, reste inférieur au taux de croissance ou à la hausse des prix dans l'immobilier. L'immobilier premier touché, des signes précurseurs non pris en compte à la crise et à la chute. En 2004, comme nous l'avons vu, la hausse des taux d'intérêt est amorcée aux États-Unis par la Fed qui augmente ses taux 17 fois entre mi-2004 et mi-2007. De la mi-2004 à la mi-2006, le taux passe de 1% à 5,5%. Mais cette hausse des taux courts, taux directeur de la Banque centrale, n'influencera pas immédiatement les taux des banques qui restent bas. On parlera de l'énigme de ce découplage et du paradoxe des taux longs inférieurs aux taux courts, car logiquement prêter à long terme implique plus de risques et moins de liquidité des capitaux, donc le prêteur exige des taux plus élevés dans ce cas. Ce découplage peut s'expliquer par la titrisation, qui permet aux banques d'échapper au risque de défaut ou de faire des crédits sans liquidité en rapport et donc de ne pas avoir besoin de se refinancer auprès de la Fed, ou par l'importance de l'offre de capitaux. Mais la remontée des taux directeurs est cependant un signal donné par la Réserve fédérale aux banques et investisseurs, et cela se répercute un jour ou l'autre. Les taux dans l'immobilier remontent début 2007. Mais bien avant cela, va se poser le problème de paiement de la charge financière de la dette pour les emprunteurs. En effet, nous avons l'utilisation de prêts à taux réduit pour l'emprunteur les premières années, or plus on avance dans la période 2004 à 2006, plus le crédit va être offert sous ces formes et à des emprunteurs de moindre qualité.
25% des prêts accordés en 2006 ne comprenaient pas de remboursement de capital les premières années, contre 0% en 2000 et près de la moitié ont été accordés en fonction de revenus déclarés par les ménages sans que ceci n'ait à les prouver, souligne Florence Pisani. À partir de 2005 à 2006, certains emprunteurs voient disparaître leur taux d'intérêt avantageux, d'appel, teaser rate, et donc leur taux peut augmenter de 5 ou 6 points de pourcentage, parfois plus. Selon Desmarteau, la somme des crédits subprime arrivant à échéance de la période avec teaser rate est de 1000 milliards de dollars dans les années 2007 à 2008. Les emprunteurs ne peuvent plus payer. Or, à cette même période, le taux de croissance des prix des logements diminue, même si la baisse globale des prix ne se produira qu'en 2007. Il apparaît alors qu'on ne peut plus compter sur la revente du bien pour rembourser l'emprunt, surtout que les délais pour trouver un acquéreur s'allongent. Les chiffres de la crise dans l'immobilier, en 2007. Les délais de vente sont de 8 mois pour les logements neufs fin 2005 et 10 mois pour ceux anciens. Le stock de maisons à vendre double en 3 ans. Il était de 2 millions en 2005 et passe à 4 millions en 2007. Entre fin 2005 et fin 2007, l'investissement logement des ménages a chuté de 30%, revenant à son niveau de 1998. Les mises en chantier et permis de construire ont baissé de 50%, et les transactions se sont réduites de 60% dans le neuf et de 30% dans l'ancien. Les prix ont reculé de 20% dans le neuf et de plus de 10% dans l'ancien. La chute s'accentue en 2008. Il commence à y avoir une montée des taux de défaut dès fin 2005 début 2006 et des taux de saisie dès 2006. Même si cela resta encore supportable, cela enclenche le reflux des prix. Nous en sommes aux prémices. Le taux de défaut des crédits subprime qui était de 10% passe à 15% à l'été 2007 et à 25% fin 2008. Au troisième trimestre 2007, les saisies augmentent de 30% par rapport au trimestre précédent, doublant par rapport au même trimestre de 2006. En 2007, tous les voyants sont au rouge et les cercles vicieux s'amplifient. Ainsi, le prix des logements baissera de 20% de 2007 à 2008. Les banques vont alors être touchées. La contagion, la banque est touchée et a failli couler. Le crédit hypothécaire se contracte et la dette des ménages n'augmente plus que de 6% contre 13% 2 ans plus tôt, mais elle représente plus de 100% des revenus des ménages et elle augmente si on la met en rapport avec la richesse immobilière brute, ce qui provient de la chute des prix immobiliers, mais montre que la valeur du collatéral couvre de moins en moins la montant de la dette. Nous avons déjà vu que tout le système reposait sur la montée continue du prix de l'immobilier, et donc qu'il s'effondre sans cette hausse. Le prix de la maison ne suffit plus à garantir la dette, et comme l'emprunteur n'arrive plus à payer la charge de la dette, intérêt plus remboursement, il va y avoir saisie et vente de la maison, avec un double impact négatif. Constat de l'insuffisance de l'hypothèque et donc perte des banques et autres organismes financiers, mais aussi chute des prix de l'immobilier qui s'accentue avec l'augmentation des ventes. Bien sûr, les premiers dégâts sur les banques vont faire apparaître le risque lié au subprime et l'inquiétude se propage, surtout que les agences de notation se réveillent un peu tard et baissent leurs notes, finissant d'allumer la mèche. Les agences de notation en accusation. Toujours avec des effets procycliques, alors que cela ne devrait pas, nous trouvons les agences de notation. Les agences de notation sont des organismes spécialisés dans l'évaluation de la solvabilité d'émetteurs de titres de dette, soit de leur capacité à répondre à leurs engagements, remboursement du capital et paiement des intérêts. Les agences ne notent pas seulement la solvabilité des entreprises, mais aussi des États et plus récemment elles ont procédé au rating, notation, des véhicules de titrisation des financements structurés par les banques, prêts hypothécaires, crédit à la consommation. 3 grandes agences de notation rating détiennent plus de 80% du marché, ce sont Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Elles ont une échelle de notation de plus de 20 notes, en ajoutant aux lettres des plus et des, ou des 1, 2 ou 3. Ainsi la note A se décline en A+, AA, pour indiquer la qualité de l'émetteur. À cela il faut ajouter que ces agences ont créé une watchlist, pour indiquer qu'une notation est placée sous surveillance positive ou négative, en vue d'une modification imminente, rehaussement ou abaissement de la note.
À titre d'exemple, au 31-10-2010, Standard & Poor's donnait les notes AAA à la France, l'Allemagne ou au Royaume-Uni, ABBB+, à l'Irlande, ABBB, au Portugal, BB+, CCC à la Grèce. Les notes entre parenthèses sont celles au 14-6-11. De AAA à BBB, on est dans la catégorie titres d'investissement, investment grade. On passe ensuite dans la catégorie titres spéculatifs, high yield gros rapport. Ces agences exercent une mission de service public en améliorant la transparence de l'information financière, en réduisant des asymétries d'information entre les émetteurs et les instruments, en servant de référence pour l'évaluation du risque de crédit. La notation est un label international permettant aux émetteurs d'accéder à tous les marchés, et c'est pour les investisseurs un élément de sécurisation ayant encouragé les innovations financières et le développement de l'information financière. La notation est devenue une clause prudentielle obligatoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.